Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Il est midi sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République et dans le cadre de la visite qu'il effectue au Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu hier par le président malien à qui il a remis une lettre de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune. Attaf a été également reçu par le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga. Des températures caniculaires ressenties ces derniers jours, engendrant quelques changements dans les habitudes des personnes, surtout les plus vulnérables d'entre elles. Un nombre de mesures indispensables est à observer pour faire face à la hausse de la température que connaît le pays. Et en application du programme national de la Direction générale de la protection civile, une caravane d'information et de sensibilisation sur les mesures préventives de lutte contre les incendies des récoltes a été lancée sous les signes moisson sans incendie. L'exemple dans ce midi depuis la wilaya de Mnea. Et viré à la fin de ce midi à Deles où nous vous emmenons pour faire découvrir ou redécouvrir la mythique Casbah de Délice, une Casbah chargée d'histoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, et dans le cadre de la visite qu'il effectue au Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu par le président malien, chef de la transition malienne, et le colonel Assimi Goïta, à qui il a remis une lettre de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, et il lui a transmis ses salutations chaleureuses et sa détermination à poursuivre et à renforcer les relations bilatérales et les efforts pour la restauration de la stabilité et la sécurité au Mali. L'audience a permis par ailleurs d'évoquer le progrès réalisé en matière de mise en œuvre des directives des dirigeants des deux pays. Elle a également porté sur les relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement. L'envoyé spécial du président de la République a par ailleurs réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts de développement au Mali, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et la situation qui prévaut au plan régional. Refondation politique qui est en cours au Mali et qui doit déboucher sur un référendum et des élections. Nous apprécions en Algérie le respect strict du chronogramme que le Mali s'est librement donné et nous souhaitons toute la réussite à ce processus qui légitimera les institutions politiques de manière claire et définitive. C'était le premier message. Le deuxième message concernait la coopération bilatérale. Le président Tebboune m'a chargé de partager son évaluation de cette coopération et il estime que celle-ci a gagné en densité ces dernières années et il estime que nous avons solidement posé les premières pierres d'un édifice prometteur en matière de coopération dans tous les domaines. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu hier par le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, à qui il a transmis les salutations chaleureuses de son homologue algérien, Aymen Ben Abdelrahman. L'audience a permis d'évoquer le progrès réalisé en matière de coopération économique entre l'Algérie et le Mali et les perspectives prometteuses vers l'établissement d'un partenariat stratégique reposant sur des projets économiques importants. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est également entretenu avec les représentants des parties maliennes ayant ratifié l'accord des membres du groupe de médiation internationale, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, El Qassemouane. Ces entretiens ont constitué l'opportunité d'intensifier les consultations, d'échanger les points de vue et les analyses avec les parties maliennes et les partenaires internationaux sur les voies et moyens de dépasser les obstacles sur lesquels achoppent
le processus de paix et de réconciliation dans ce pays. À l'issue de ces entretiens, toutes les parties ont réitéré leur attachement à l'accord d'Alger et leur disposition à adhérer pleinement à tous les efforts déployés par l'Algérie en vue d'instaurer et de consolider la confiance entre les parties maliennes pour garantir la réactivation rapide et consensuelle du mécanisme de suivi et de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Les membres du groupe de médiation internationale ainsi que le représentant de l'ONU ont par ailleurs réaffirmé leur soutien total aux efforts déployés par l'Algérie sous la présidence du président de la République pour soutenir la paix et la stabilité de la République du Mali, exprimant leur aspiration à poursuivre le travail sous l'égide de l'Algérie pour concrétiser la paix, la réconciliation et le développement dans ce pays, ce qui contribuera à asseoir les bases d'une paix durable dans toute la région. Par ailleurs, et dans l'actualité, le ministre de l'Énergie et des Mines, Morad Arqab, a reçu son homologue syrien Firas Hassan Qaddour au siège du ministère. La rencontre a permis d'examiner les opportunités de coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures, du gaz, des mines et des produits pétroliers, de la production, du transport et de la distribution de l'électricité. Et vous l'aurez ressenti, ces derniers jours sont marqués par des températures très élevées, engendrant quelques changements dans les habitudes des personnes, surtout les plus vulnérables d'entre elles. Un nombre de mesures indispensables est à observer pour faire face à la hausse de la température que connaît le pays. Walid Yousfi. Première vague de chaleur de l'année ce week-end, avec des températures estivales en plein mois d'avril. Et ce sont les enfants en bas âge, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques qui sont les premières touchées par ces perturbations climatiques. En cas d'insolation, il est fortement recommandé de s'hydrater et de se mettre dans un endroit frais. Ces dernières années, on constate de plus en plus de vagues de chaleur précoces, avec toujours moins de pluie et beaucoup plus d'épisodes caniculaires. Les diabétiques, les hypertendus ou les asthmatiques savent très bien qu'il ne faut pas s'exposer au soleil. Ils y sont très sensibles. Il faut que tout le monde prenne ses dispositions. C'est le moment d'agir. Cette vague de chaleur devrait se dissiper sous peu. L'Office national de météorologie annonce des températures plus clémentes à partir de la semaine prochaine. Les températures devraient redescendre dimanche prochain et poursuivre sur cette lancée les 2 jours qui suivent, avec des perturbations sur les régions centre et ouest accompagnées de nuages et parfois de faibles pluies. Un retour aux températures saisonnières très attendues par les Algériens. En attendant, les médecins recommandent de sortir tôt ou tard le soir, de boire suffisamment d'eau en évitant les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine et d'éviter des activités extérieures. Et en cette période également marquée par un stress hydrique, une sécheresse qui a affecté la plupart des régions du pays. Et dans ce sens, et conformément à la sunna du prophète Mohammed, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a appelé hier dans un communiqué à l'accomplissement de Salat al-Istisqa samedi prochain à partir de 9h à travers les mosquées du pays. Par ailleurs, et en application du programme national de la Direction générale de la protection civile, une caravane d'information et de sensibilisation sur les mesures préventives de lutte contre les incendies des récoltes a été lancée sous le signe Moisson sans incendie. Il l'exemple dans ce journal depuis la wilaya de Mnea, nous dit Amel Barba. À chaque saison moisson-battage, des incendies favorisés par les fortes chaleurs et les machines agricoles dévorent une partie de la production de céréales algériennes. Une source d'angoisse pour les agriculteurs qui travaillent main dans la main avec les éléments de la protection civile dès les premiers départs de feu. L'agriculteur doit absolument compartimenter son champ en plusieurs zones pour éviter toute propagation de feu, le cas échéant, ce qui permettra de protéger toute la récolte. Cette campagne tend à armer les agriculteurs en consignes et mesures préventives pour la préservation des récoltes, des dangers des feux et les règles d'entretien du matériel agricole pour maîtriser les feux avant l'arrivée des sapeurs-pompiers.
Nous devrions prendre nos précautions et veiller à l'entretien régulier du matériel anti-incendie. Il est important de nettoyer régulièrement les champs et d'enlever les cailloux et d'autres débris et pièces métalliques. Nos services œuvrent à fournir des explications aux agriculteurs avec des consignes claires à suivre à la lettre avant, pendant et après tout incendie. Notre objectif est de faire de l'agriculteur un maillon fort dans la lutte contre les incendies des récoltes. Mni'a, une wilaya aux perspectives prometteuses dans le secteur de la céréaliculture. Les agriculteurs doivent faire preuve de prise de conscience des mesures préventives afin de protéger leurs récoltes des dangers des feux. Et c'était là un sujet signé Mariam Damis. Plus de 200 000 hectares de terres agricoles aménagées pour leur distribution prochaine aux investisseurs des wilayas dans le sud du pays. Annonce du ministre de l'Agriculture depuis Relizane. Mohamed Abdelhamid Dahani a affirmé que les dossiers des investisseurs ont obtenu la qualification à travers la plateforme numérique dédiée à recevoir les demandes d'exploitation. Le ministre a également évoqué qu'un comité composé de 13 secteurs ministériels sera installé début mai prochain avec la mission d'élaborer un programme d'action initial pour protéger l'environnement forestier dans le pays contre les dangers des incendies, nous dit Amel Bouarba. L'Algérie mise sur le développement de l'agriculture pour assurer une autosuffisance et une sécurité alimentaire, comme ici à Relizane, une wilaya à vocation agricole réputée pour ses terres fertiles. Dans cette wilaya, les potentialités sont énormes, notamment dans la céréaliculture. Nous nous attendons à une bonne récolte de céréales pour la prochaine campagne moisson-battage. Je tiens à rassurer les agriculteurs concernant la disponibilité de différentes variétés de semences pour la prochaine saison. Il est important de collecter toute la production des agriculteurs pour la stocker au niveau des coopératives, des céréales et des légumes secs. Nous procédons au traitement de la récolte réceptionnée auprès des agriculteurs. Et en matière d'agriculture, la filière laitière est au cœur des enjeux, comme en témoigne cette laiterie située dans la commune de Mazouna qui produit du lait pasteurisé et subventionné. Relizane a également bénéficié d'un programme de plantation d'arbres qui consomme peu d'eau, sachant que l'irrigation reste le maillon faible de l'agriculture. L'élevage ovin et bovin est également un atout important pour cette wilaya connue pour abriter l'une des races de moutons les plus prisées, à savoir Dharma. Cette race de moutons 100% algérienne est appelée Dharma. C'est une race en voie de disparition. Nous devons la préserver. Nous œuvrons à développer ce secteur afin d'assurer une autosuffisance et une sécurité alimentaire à travers l'extension des périmètres agricoles. Ici, nous avons une superficie de 18 000 hectares consacrée à la plantation d'oliviers. Nous ambitionnons de l'augmenter cette année. D'autre part, à partir du mois de mai, nous allons installer un comité composé de 13 secteurs ministériels pour protéger l'environnement forestier. Si le développement de l'agriculture est au cœur des préoccupations, la préservation de l'environnement et du patrimoine forestier demeure aussi primordiale pour lutter contre les changements climatiques. Parlons énergie à présent et dans la wilaya de Djelfa et plus précisément dans la commune de Hassi Bahbah qui a vu l'entrée en service d'un centre de production et de transport de l'électricité d'une capacité de 80 MW. Ce centre est un véritable atout pour les habitants de la région puisqu'il couvrira leurs besoins en énergie, surtout avec sa demande qui augmente en saison estivale. Reportage Mohamed Choukhri Bounif, commentaire Majda Jahmoun. Parmi les nombreux ouvrages électriques de grande envergure qui sont entrés en service, on compte le centre de transformation électrique de Hassi Bahbah, une infrastructure hautement stratégique qui vient répondre à la demande croissante des populations en matière d'énergie électrique, notamment à l'approche de la saison estivale, période durant laquelle la consommation atteint son pic maximal.
La Sonelgaz a procédé au transport de l'électricité au niveau du centre en mettant en service le centre de transformation de l'électricité 60-30 kV d'une capacité de 80 MV implanté à Hassi Bahbah dans la wilaya de Djelfa. Ce centre permettra de couvrir les besoins de la région en énergie électrique et fera en sorte d'améliorer la qualité de nos services, notamment lorsque le réseau est fortement sollicité. Notre rôle consiste à contrôler le courant électrique et de le rétablir rapidement en cas de coupure. Nous veillons également au bon fonctionnement des machines. Après avoir modernisé l'ensemble de ses équipements, la Sonelgaz vise à élargir son réseau de distribution électrique pour couvrir les besoins de ses clients. L'entrée en activité de ce centre de transformation électrique 60-30 kV de Hassi Bahbah dans la capacité de 80 MV va nous permettre d'améliorer la qualité de nos prestations et ce au profit de nos clients au niveau de 7 communes situées à Hassi Bahbah et Had Sahari. Ce projet a également permis la mise en service de 7 départs MT qui amélioreront dans une première phase la qualité de nos services au profit de 40 000 clients. Cette structure et tant d'autres s'inscrivent dans le cadre du plan de développement de la Sonelgaz qui n'a de cesse de déployer des efforts pour améliorer la prestation de ses services. Une station d'énergie d'une capacité de production de 80 MV et non pas 80 MW. Et dans le reste de l'actualité, la lutte contre le trafic de drogue est quotidienne pour les forces de sécurité. Et les brigades de la Sûreté nationale travaillent sans relâche pour débusquer des trafiquants et démanteler des réseaux de plus en plus difficiles. Certains ont recours à des combines et de matériel sophistiqué, nous dit Yanis Ait Belkacem, qui a suivi une des brigades en plein travail. Reportage. 8 heures du matin, dans la brigade de police judiciaire, c'est le début d'une opération minutieusement préparée. Ces héros du quotidien, dans le dévouement n'a d'égal que la discrétion, ont accepté d'être suivis au plus près par nos caméras pendant leur intervention. Plusieurs barrages ont été placés dans la capitale pour démanteler une bande spécialisée dans le trafic de drogue. Le premier individu a été signalé. Place au guet-apens pour la deuxième opération. Et pour y faire face, la brigade centrale de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants qui travaille d'arrache-pied pour faire face au fléau de la drogue et aux différentes formes de criminalité, a doté son service de tous les moyens logistiques et techniques modernes. La brigade centrale de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants a tracé des programmes de lutte contre ce fléau et veille à ce que ces unités d'intervention soient conformes à la stratégie mise en place par l'État. L'objectif principal de la lutte anti-drogue porte ses fruits et prouve la maîtrise des techniques de renseignement et de recherche des différentes unités chargées de la lutte contre ces réseaux criminels. Autre force de sécurité, la gendarmerie nationale, qui est également déployée dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue activant à travers les zones frontalières du pays. D'autres unités sont déployées, telles que les gardes frontières, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national et du réseau routier, représentées par les unités de sécurité routière et les unités régionales, sont actives pour repousser et contrôler les quantités de drogue qui traversent les frontières. La lutte contre la drogue et la toxicomanie, une action nationale, priorité de l'État qui dispose de tous les leviers mobilisés pour atteindre leur objectif, celui de protéger la jeunesse algérienne. Et au volet international, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidadi, a affirmé que le peuple sahraoui, qui s'apprête à célébrer le 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, était déterminé à recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République sahraoui. Cet anniversaire est marqué par le retour des Sahraouis aux armes suite à l'agression marocaine contre des civils dans la brèche illégale d'El Guerguet le 13 novembre 2020.
Et toujours dans le dossier sahraoui, la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a indiqué que la société civile en Espagne n'abandonnera jamais le peuple sahraoui, qui est le seul à même de décider de son devenir ou son avenir à travers un référendum d'autodétermination. L'association a été à sa condamnation quant au revirement inattendu et unilatéral opéré par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, concernant le Sahara occidental. Et au Soudan, pas moins de 512 personnes ont été tuées depuis le début des affrontements dans le pays entre l'armée et les forces du soutien rapide. 4 régions ont connu des incendies hier, à savoir Khartoum, le Darfour du Sud, le Darfour Ouest et le Darfour central. Et en Palestine occupée, un responsable sioniste a pris d'assaut hier la mosquée El-Ebrahimi dans la ville d'El Khalil, en Cisjordanie occupée, quelques mois seulement après son assaut contre la mosquée d'Al-Aqsa. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, cet énième geste abominable du dit responsable s'inscrit dans la série d'assauts commis par les colons et l'occupation sioniste dans la mosquée d'El-Ebrahimi depuis mardi dernier, où des colons ont effectué des danses talmudique. Réagissant en premier à cette nouvelle provocation, le cheikh Hatem al-Bakri, ministre palestinien des Affaires religieuses, a dénoncé une violation flagrante des lieux saints et des lieux de culte. Retour en Algérie et nous vous invitons pour cette virée à Délis où nous emmène Amel Bouarba dans cette virée à Blida et non pas à Délis pour nous faire découvrir la mosquée de Mostafa Stambouli, l'une des plus anciennes de la ville des Roses, construite à l'époque ottomane. Cette mosquée continue d'accueillir les fidèles grâce à plusieurs opérations de modification, des changements qui n'ont pas respecté malheureusement les normes, ce qui retarde sa classification en patrimoine national. Reportage. Nous sommes en plein cœur de la ville des Roses, la wilaya de Blida, qui regorge d'importants monuments à haute valeur historique, comme cette ancienne mosquée, la mosquée El-Hanafi, construite à l'époque ottomane en 1750. Je vous invite à découvrir cette ancienne mosquée. Appelée mosquée Al-Hanafi, ce lieu de culte porte le nom de l'imam Mostafa Stambouli. À l'origine, cette mosquée a été construite pour effectuer la prière selon le rite hanafite. Mais c'est le rite malikite, très répandu dans le Maghreb arabe, qui y est pratiqué. Cette mosquée raconte des années de résistance. Elle a toujours joué un rôle prépondérant dans la préservation des fondements de l'identité algérienne, notamment durant la colonisation française. Le doua à Khatm al-Qur'an al-Karim, je me rappelle bien, j'étais jeune. Ya Rabbana ya Khaliq al-Awalin. Alors, cette assise, je peux parler du Coran, et ce doua, c'était à l'époque du colonialisme. Donc, le rôle d'abord, récitation du Coran, la révision du Coran, et ensuite envoyer un message aux colons que nous sommes là, nous sommes musulmans, et c'est bientôt le jour où vous allez quitter ce pays. L'architecture est dans le pur style islamique avec une sobriété dans les décors. Les seuls ornements, c'était une faïence d'une couleur vert et blanc sur la façade principale de la mosquée. La spécificité de cette mosquée par rapport aux mosquées qui se trouvent au niveau de Blida, qui sont plus de 600 mosquées, son minaret qui a une longueur de 35 mètres de hauteur, dans sa forme elle est orthogonale par rapport à la forme carrée de celle de Ben Sadoun ou d'autres mosquées. Les matériaux utilisés, c'est le lion, c'est à base de mortier, c'est à base de terre et de shit. Malgré son importance historique, ce lieu de culte n'a pas bénéficié de la restauration qu'il mérite. Tous les travaux, malheureusement, je le dis, tous les travaux qui ont été faits dans le sens de la réhabilitation n'ont pas
respecter l'architecture initiale et de préserver ces mosquées comme une originalité. On ne cesse de proclamer de faire de ces mosquées une classification nationale et heureusement que même la direction de la culture au niveau de Blida, ils ont déposé des dossiers, etc. La mosquée Al-Hanafi, qui raconte près de 300 siècles d'histoire, mérite certainement plus d'attention à travers une classification nationale pour perpétuer cet héritage culturel de la ville des Roses. À bon entendeur. Et de la ville des Roses Blida, je vous emmène cette fois-ci pour de vrai la coquette délices et immersion dans un riche patrimoine ancestral dans la wilaya de Boumerdès. La Kasbah de Délices, témoin vivant de civilisations antiques, raconte aujourd'hui son passé glorieux. Elle fait l'objet actuellement d'un plan de sauvegarde d'urgence pour préserver ce legs précieux. Saïda Mayouf, reportage. La ville de Délices, ville méditerranéenne typique, est à jamais fière d'abriter en son sein la Kasbah antique. En y pénétrant, force est de constater que les aléas du temps n'ont pas altéré sa beauté légendaire. Bien au contraire, son charme opère toujours en dépit de la dégradation qu'elle subit au fil du temps. Une dégradation pour laquelle d'ailleurs un plan de sauvegarde d'urgence est mis en place afin de lui permettre de retrouver son lustre d'antan. Là, vous êtes au centre historique, érigé en secteur sauvegardé en 2007 et faisant suite après le séisme de 2003 qui a ébranlé toute la région. Donc il fallait sauvegarder ce patrimoine. Donc il a été classé en 2003 par la commission des biens culturels de la wilaya de Boumerdès. Donc il fallait élaborer un plan permanent de sauvegarde, ce qui nous a permis de sauvegarder quelques bâtisses. Donc, qui menaçait ruine. Pour la Kasbah de Délices, on attend toujours que le ministère de la Culture débloque aussi d'autres solutions, d'autres solutions. Construite en 1103 et classée en 2007 en tant que patrimoine culturel national, le bâti traditionnel de la Kasbah de Délices renferme un style architectural berbère, andalou et ottoman, en somme autochtone, propre à la région, témoin probant de la diversité des cultures qui s'y sont succédées à travers les siècles. Toutes les maisons, elles ont le type méditerranéen, c'est-à-dire. Et nous avons aussi l'avantage que c'est des maisons qui s'organisent autour d'un patio et plusieurs maisonnettes à l'intérieur regroupent plusieurs familles dans la même maison. Ici, nous avons une région aquifère, il y a beaucoup d'eau et chaque maison, elle possède un puits à l'intérieur. D'où il y a beaucoup, les gens, vous voyez, ils aiment les plantes, les fleurs et tout ça. C'est une tradition qui se perpétue depuis des générations. En empruntant ces ruelles étroites en dessous d'une végétation luxuriante, nous découvrons le mausolée Sidi El Harfi dont la restauration a été récemment achevée. Il renferme aujourd'hui des objets précieux du patrimoine culturel matériel. Un voyage à travers le temps est ainsi offert aux visiteurs. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est les traditions. Même en étant la quittée actuellement, mais elle est toujours présente dans nos cœurs. Dans chaque recoin de cette charmante Kasbah surplombant la mer à plus de 27 mètres, ce sont des empreintes indélébiles, fruits de différentes périodes historiques qui auront marqué à jamais la ville de Délices à Boumerdès. La Kasbah de Délices, un joyau architectural ancestral, témoin vivant de glorieuses civilisations s'étant succédées sur cet endroit au fil des siècles. Aujourd'hui, ce sont des moyens colossaux consentis afin de préserver ce riche patrimoine pour que la mémoire demeure et ne meure. Demeure et demeure. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par Kalema Ifa et Bouchra Bouali, réalisé par Mohles Almi. L'information revient sur Canal Algérie à 19h. Bon appétit si vous êtes à table et à demain. Bel après-midi à tous. Au revoir.